La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Vincere! Mussolini avait dit « Nous vaincrons ». 3 ans plus tard, en mai 1943, les restes de l'armée italienne d'Afrique capitulent au Cap Bon en Tunisie. C'est la fin du grand rêve fasciste. Il n'y aura pas de second empire romain. Et d'Alexandrie à Tanger, ce sont les Alliés qui tiennent les rivages de la Méditerranée. Maintenant, les Alliés vont pouvoir s'attaquer au continent européen. Staline, qui a cassé l'avance allemande à Stalingrad, réclame depuis des mois l'ouverture d'un second front. 2 thèses sont alors en présence, celle de Churchill, qui veut attaquer par le sud vers l'Italie, et les Balkans, qu'il appelle le ventre mou de l'Europe. Celle de Roosevelt, qui préfère le débarquement à l'ouest sur les côtes de France. Finalement, on fera les 2. Mais on va commencer par l'Italie, car on pense que ce sera le plus facile. Et le premier objectif sera la Sicile. Le débarquement de Sicile est en son temps la plus grande opération amphibie jamais tentée. Venus de tous les ports d'Afrique du Nord, des centaines de bateaux cinglent dans la tempête vers les plages siciliennes. À l'aube du 10 juillet 1943, 2 armées prennent pied au sud de la Sicile. À l'est, la 8e armée britannique de Montgomery. À l'ouest, la 7e armée américaine du général George Patton, qui avec ses bottes, son appareil photo de touriste et son colt de cow-boy, devient aussitôt la vedette de la campagne. En dépit d'une certaine confusion due à l'inexpérience, le débarquement est un succès complet. Les divisions côtières italiennes ne se sont pratiquement pas battues. Après tout, comme disent les tracts, pourquoi mourir pour Hitler? Montgomery, le vainqueur du désert, ne cache pas sa satisfaction. Les soldats alliés découvrent l'envers du décor fasciste, la propagande frénétique en faveur de Mussolini, le Duce. Mais la population est fatiguée de la guerre et prête à faire un triomphe aux vainqueurs. Les poches bourrées d'adresses, les Américains d'origine sicilienne partent dans les villages à la recherche de leurs cousins. Partout, c'est l'arrivée de l'oncle d'Amérique, beau, riche, généreux, tout disposé à soulager la misère du petit peuple. De l'ombre sortent des partisans dont on murmure qu'ils appartiennent aussi à la mafia. Mais tout est bon pour renverser le fascisme. Les petits fonctionnaires du parti se débattent, terrorisés, dans les filets de l'épuration. Ce début d'invasion de l'Europe a semblé d'une facilité déconcertante. Les Italiens ne sont pas encore des alliés, mais déjà, ils ne sont plus des ennemis. Les Allemands vont bientôt mettre un terme à cette promenade militaire. Venus d'Italie du Nord, volant au ras de l'eau pour échapper aux chasseurs, les lourds Junkers 52 de la Luftwaffe lâchent une division de parachutistes qui va aussitôt lancer des contre-attaques.
Patton, inquiet de ce subit durcissement, réclame d'urgence des renforts. D'Algérie, Eisenhower lui envoie des troupes aéroportées. Mais quand les avions arrivent au-dessus de la tête de pont, la DCA alliée, non prévenue, ouvre le feu. Les avions se dispersent et des centaines de parachutistes vont mourir mitraillés ou noyés. Les Alliés, qui disposent de la supériorité aérienne, vont maintenant avoir à conquérir la Sicile qu'ils avaient cru pouvoir cueillir. L'offensive reprend. À l'ouest, Patton fouette ses divisions motorisées. À l'est, Montgomery, sûr de l'expérience de sa 8e armée qu'il mène depuis l'Égypte, entend bien être le vrai vainqueur. Mais il perd du temps devant Catane, au pied de l'Etna. Entre les deux armées, britanniques et américaines, une véritable course s'engage pour atteindre Messine, à la pointe nord de l'île. Les Allemands, trop peu nombreux, sentent la partie perdue. Mais profitant de la dispersion des Alliés, ils improvisent un rembarquement et grâce à ce Dunkerque sicilien, parviennent à ramener sur le continent une grande partie de leurs hommes et de leur matériel. Quand les avions américains arrivent au-dessus du détroit de Messine, il est trop tard, l'armée allemande s'est échappée de Sicile. Pour Patton, c'est tout de même une victoire. Ces Allemands qui viennent de lui échapper, il saura bien les rattraper plus tard. Patton est entré le premier dans Messine, où il accueille la 8e armée de son rival Montgomery ainsi que son chef Eisenhower. Mais un incident stupide va provisoirement interrompre sa carrière. Dans un hôpital de campagne, Patton a traité de lâche et même giflé un soldat atteint de dépression nerveuse. Et Eisenhower, d'ordre de Roosevelt, lui signifie son limogeage. Face au bras de mer qui sépare la Sicile de la Calabre, Ike et Monty, comme disent les soldats, contemple la côte italienne. Il a fallu 5 semaines pour conquérir la Sicile à peine défendue, que leur réserve maintenant la bataille d'Italie. La défaite de Sicile a ébranlé le prestige de Mussolini. Un de ses fidèles a vécu cette soirée dramatique, Giorgio Almirante. La réunion fut ouverte par M. Mussolini même. Il parla franchement, il reconnut que la guerre probablement était perdue. Il invita les composants du Grand Conseil du fascisme à être à leur fois très honnêtes, très franches dans leur exposition. Tout le monde était présent, tout le monde prit la parole. Le plus important des discours fut sans doute le discours de M. Grandi, qui proposa son ordre du jour. Il y eut 3 ordres du jour, 3 positions. La position de M. Grandi, qui voulait que tout le pouvoir fût consigné au roi. On vota. Et Mussolini même raconte 19 votèrent pour l'ordre du jour Grandi, 7
votèrent contre et la réunion prit terme. Tout le monde s'en alla. Mussolini resta seul, tout seul. Le lendemain, Mussolini va confier ses soucis au roi Victor Emmanuel III. C'est le piège. Le roi, c'est Mussolini qui parle encore, dit exactement à Mussolini, vous n'avez pas un seul ami. Il n'y a qu'un ami à vous, c'est moi. Vous devez avoir confiance en moi. Je vous ferai protéger. En sortant du palais royal, Mussolini est arrêté sur l'ordre du roi par les carabiniers et emmené dans une ambulance. La nouvelle aussitôt connue, la foule envahit les rues et renverse les emblèmes laissés par 21 ans de régime fasciste. Le successeur du Duce, désigné en secret depuis plusieurs jours, est le maréchal Badoglio, vieux soldat monarchiste qui publiquement déclare la guerre continue et secrètement envoie aussitôt des émissaires pour demander un armistice aux Alliés. Le conseiller politique d'Eisenhower, qui a négocié avec les Italiens, est l'ambassadeur Robert Murphy. Le général Eisenhower a envoyé le conseiller politique anglais Macmillan et le général McFarlane, qui était le gouverneur général à Gibraltar, et moi-même en Italie pour voir le maréchal Badoglio. Et nous sommes allés avec un avion allié dans le sud d'Italie, ne sachant exactement si nous serions reçus comme ennemis ou des amis. Et les émotions étaient assez mixtes de la part des Italiennes qui étaient sur l'aéroport. Quelques centaines de soldats italiens qui ne savaient pas s'ils étaient toujours dans la guerre ou non. Et c'était une situation assez délicate. Mais nous sommes allés enfin par un petit automobile qui était trouvé par les militaires italiens à Brindisi, où nous avons rencontré le maréchal Badoglio et un peu le lendemain le roi Victor Emmanuel. J'ai posé assez poliment la question si on pourrait lui aider parce qu'il était échappé de la ville de Rome sans rien, seulement l'uniforme qu'il portait. Et il n'a porté rien avec lui. Donc il a répondu non, seulement vous savez, la reine a beaucoup des œufs. Si vous pouvez trouver une douzaine d'œufs pour ce que nous avons fait, c'était la première question qu'il nous a posée. Dès l'annonce de la chute de Mussolini, Hitler a réagi. Puisque l'Italie cesse d'être une alliée, on en fera de gré ou de force un pays occupé. Par le col du Brenner, la Wehrmacht descend en longue colonne. Devant Rome, l'armée italienne tente de résister, mais que peut-elle devant les paras et les panzers allemands aguerris? Le commandement en chef des troupes allemandes d'Italie est confié au maréchal Kesselring, un aviateur qui a été à l'école de Rommel. Pour les divisions allemandes amenées de Russie, l'Italie se présente d'abord comme un pays de vacances. Mais Hitler n'a pas oublié son ami Mussolini et confie à un commando de SS et de parachutistes le soin de le délivrer. Son chef est un colosse balafré, le colonel Skorzeny, qui depuis la guerre a renoncé à ses moustaches, mais pas à ses idées. Quand j'ai reçu l'ordre, Hitler m'a dit, mot par mot, il faut sauver Mussolini, mon ami Mussolini, coûte que coûte, parce que c'est le dernier Romain. Mussolini est détenu dans un palace de montagne, sur le Grand Sasso, dans les Abruzzes. C'est là que Skorzeny le retrouve le 12 septembre 1943.
Avec son commando, il atterrit en planeur au sommet de la montagne. J'ai crié mes ordres sur la fenêtre, j'ai demandé le commandant de l'hôtel. Il est venu, je lui ai donné 1 minute de penser de se rendre. Et alors, j'ai seulement le temps de me présenter au Mussolini. Il m'a dit, je sais que Hitler, mon ami Hitler, ne m'oublie pas. Et j'étais sûr qu'il fait quelque chose pour me sauver. Les premiers mots du Duce à Skorzeny sont pour lui dire « Il était temps, j'allais me suicider ». Il s'agit maintenant de repartir. Un petit avion Fiesler-Storch parvient à se poser, embarque Mussolini et Skorzeny, glisse vers le précipice et réussit à prendre l'air. Quelques heures plus tard, Hitler accueille le Duce déchu à son quartier général de campagne en Prusse orientale. Mussolini y retrouve son fils Vittorio. On fait fête à Mussolini, on le réconforte. Pas question de suicide, ni d'exil. Il faut repartir tout de suite pour l'Italie, pour y restaurer le fascisme. Et Mussolini, bientôt, repart vers son destin. À Milan, il retrouve les restes des grandes foules enthousiastes d'avant-guerre. Il proclame la République sociale italienne. Il fait fusiller ceux qui l'ont trahi, y compris son propre gendre, le comte Ciano. Mais le Duce n'est plus que l'ombre de lui-même. Veillé, sinon surveillé jour et nuit par des officiers SS, ceux-là même qui, à la fin de la guerre, l'abandonneront aux partisans, qui le fusilleront avant de le pendre par les pieds. Après la Sicile, les Alliés avaient envisagé de débarquer directement au nord de Rome. Pourtant, l'état-major adopte le plan le plus prudent, débarquer dans le sud, le 8 septembre, jour de l'armistice italien. Les Anglais à Tarente, les Américains à Salerne. Mais à Salerne, rien ne se passe comme prévu. Les Allemands sont partout et attendent de pied ferme les assaillants devant les plages de Salerne. Retranchés dans les collines, ils tirent à vue sur les Américains. Le nouveau chef de l'armée américaine, le général Clark, a gardé un mauvais souvenir de cette première invasion du continent européen. Mr. Churchill, he referred to the Mediterranean as the soft underbelly of Europe. And it became my job to slit that soft underbelly later, and I found instead it was a rather tough old gut. La flotte alliée s'est rapprochée de la côte pour soutenir les fantassins. À terre, la confusion est totale. On parle même de rembarquer. On essaie d'aménager des aérodromes de fortune pour l'aviation. En 10 jours, les blessés se comptent par milliers. Finalement, les assaillants parviennent à déboucher. Et Clark va faire dans l'arrière-pays sa jonction avec les Anglais de Montgomery, venus du sud de la Calabre,
pour briser les taux allemands. Le 1er octobre 1943, les Alliés pénètrent dans Naples, au milieu des ruines, des réfugiés et d'une population à la fois terrorisée et soulagée. Naples, pour ces soldats américains venus d'au-delà des mers, c'est le tourisme, c'est Pompéi, c'est le Vésuve. Mais le volcan se réveille et son éruption ajoutera au malheur des temps. Dans la ville, les Allemands ont laissé des bombes à retardement qui frappent indistinctement soldats alliés et civils italiens. Le ravitaillement est interrompu, les conduites d'eau crevées, la famine apparaît. Pour survivre, la population a recours à tous les expédients et à tous les trafics de la misère. La prostitution se développe à une vitesse effrayante. Pour les hommes, il n'y a plus de travail. Pour les enfants, perdus dans cette grande ville à l'agonie, il leur faut se transformer en mendiants, en cireurs de chaussures, en chouchas, dont l'image pitoyable va peser pour longtemps sur la conscience des Italiens. Pour le général Clark, Naples, c'est aussi le plus grand port de l'Italie du Sud, grâce auquel des renforts vont arriver, car il s'agit maintenant de s'ouvrir la route de Rome. Alors arrive l'automne, la pluie et le froid. Sur la côte adriatique, Montgomery patauge, comme son armée. Partout, la boue avale les milliers de camions des armées alliées surmotorisés. On est loin des dépliants touristiques sur les rives du Volturno en crue. Au cours de cet automne pluvieux, les Alliés ont péniblement atteint le fleuve Volturno. Pendant ce temps, les Allemands établissent une ligne de défense le long des fleuves Rapido et Garigliano. C'est la ligne Gustave, solidement appuyée contre une barrière de montagne, et au milieu de la vallée, dressé comme une sentinelle gardant la route de Rome, se trouve le mont Cassin. La route qui mène de Naples à Rome, la vieille Via Casilina des Romains, bute sur cette forteresse naturelle du mont Cassin, couronnée par l'abbaye fondée par saint Benoît. Au pied de la falaise, comme un avant-poste, la petite ville de Cassino. La ligne Gustave passe par là. Kesselring en fera le Verdun de l'Italie. La barrière montagneuse qui, sur 150 km, coupe d'une mer à l'autre la botte italienne, va devenir pour 6 mois le rempart des Allemands. Sur le mont Cassin et à Cassino se retranche la première division de parachutistes. De part et d'autre, sur toutes les pentes, dans tous les ravins, sur tous les sommets,
s'installent grenadiers blindés et chasseurs de montagne. Comme tous ses camarades de la 14e armée allemande, le sous-lieutenant Vogt avait, comme on dit, le moral. Je vous dis, le maréchal Kesselring et son état-major ont choisi cette position pour la défense parce qu'ils étaient réellement convaincus que c'est la meilleure position et une position classique pour les défenseurs. La 71e division, dont je faisais partie, était une division qui restait à Stalingrad. Et pour reconstituer cette division, on a pris des soldats qui venaient de Russie, qui venaient de France, qui venaient même d'Allemagne. Et il faut dire que les positions étaient très fortes et que nous étions convaincus que nous pourrions arrêter ici les Alliés. Les Américains ont préparé une guerre de mouvement, menée à coups de chars et de camions, une sorte de super guerre éclair. Mais dans les vallées étroites, sur les routes défoncées des Apennins, leurs blindés marqués de l'étoile blanche vont souffrir, comme disent les GI, sang et boyaux. Ils seront une proie facile pour les canons de 88 dissimulés sur les pentes. Le char américain Sherman, abandonné près de la fameuse Nationale 6, n'est-ce pas, Karl Studer, le symbole de votre piétinement en Italie? Oui, c'est vraiment le symbole de notre immobilité, si vous voulez, parce que avant d'arriver en Italie, nous avons pensé à une guerre de mouvement, comme en 40 en France avec les panzers allemands, avec les camions, les armées mécanisées. Et finalement, nous sommes arrivés en Italie et nos chars immobilisés dans le bout. Et comme presque dans toutes les grandes guerres du monde, comme résultat, c'est finalement une guerre des fantassins. Alors, l'esprit des hommes, quand on pense l'ambiance ici, avec les montagnes, la froideur, le bout, et la misère qu'on voit parmi les Italiens et la dureté de la guerre. Et peu à peu, l'esprit commence à se baisser et les troupes et même les officiers commencent à penser que nous sommes les soldats oubliés dans une armée oubliée, si vous voulez, dans un pays perdu. Les armées alliées forment un étrange amalgame de troupes de toutes origines venues de 17 pays différents. Indiens, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains et venus du Pacifique des Maoris. Il y a même des Japonais, recrutés parmi ceux qui vivaient en Amérique avant Pearl Harbor. On leur avait laissé le choix entre le camp d'internement et l'Italie. Ils se battront bien sous le nom de division Nisei. Les Italiens de Badoglio, qu'on appelle co-belligérants pour ne pas dire alliés, ont reconstitué une division de montagne. Le Brésil a envoyé un contingent. Le général polonais Anders commande un corps d'armée intégré à la 8e armée britannique. Ces hommes, prisonniers des Russes en 1939, libérés en 1942, ont fait le tour de la Méditerranée pour venir attaquer Cassino. Le tour des Français va bientôt venir. Alger, au printemps de 1943, est à la fois la principale base stratégique alliée en Méditerranée et la capitale de la France en guerre. En mai, l'arrivée du général de Gaulle, accueilli par le général Giraud, marque la réunification des forces françaises en lutte contre l'Allemagne. Le but est désormais de donner à l'armée française les moyens de se battre et de lui trouver une place sur les champs de bataille. Chefs, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat en adjure tous ceux qui ont le courage de se remettre debout malgré l'ennemi et la trahison sont d'avance approuvés, accueillis, acclamés par tous les Français combattants. Évadés de France occupée,
des milliers de jeunes volontaires débarquent en Algérie. Il leur a fallu d'abord échapper aux Allemands et subir un purgatoire dans les prisons espagnoles, comme l'étudiant Pierre Dubois. Nous sommes arrivés en Espagne, par marche forcée de nuit, dans un repère de contrebandiers qui était dirigé par une femme. Là, la route était coupée, il a fallu négocier notre voyage, et j'ai négocié notre passage, si l'on peut dire, moyennant 2000 francs et ma montre. Après, eh bien, nous sommes arrivés en haut d'une colline, nous avons descendu cette colline, nous sommes allés voir un prêtre, qui était le curé d'Urdax, et qui ne parlait pas un mot de français et pas un mot d'anglais. Il a fallu lui expliquer, par conséquent, que nous voulions continuer notre chemin, et il a essayé de parler en basque, une langue que nous n'y connaissons pas, bien entendu. Alors là, une idée, on s'est mis à lui parler en latin. Et il a prononcé cette phrase, qui est la plus belle phrase latine que j'ai jamais entendue, non redibitis boschis, vous ne serez pas rendu au Bosch. Je ne cache pas que j'ai toujours été assez mauvais en latin, mais j'ai très bien compris la phrase. Puis, eh bien, nous avons été par conséquent pris par la garde civile, transférés en prison où nous sommes restés plusieurs semaines, et enfin au camp de concentration de Miranda. Il y avait environ 5000 personnes au moment où j'y étais. C'était le rassemblement de tous les garçons qui voulaient aller se battre, rejoindre une unité combattante pour continuer la guerre. Et alors là, eh bien, nous étions enfermés dans ces pavillons que vous voyez là, qu'on appelait des pabellones. Il y avait tout un folklore, la promenade des Anglais qui se trouvait du côté soleil. De l'autre côté, il y avait la rue du commerce, là où se faisait un certain nombre d'échanges. Il y avait un problème d'eau considérable, surtout au début, il n'y avait qu'une fontaine. Alors on passait notre temps à faire la queue pour pouvoir avoir de l'eau. Tout le camp était atteint de dysenterie. On appelait ça la mirandite, qui n'avait pas de WC, pour ainsi dire. Et pour 5000 types qui se trouvaient atteints d'une dysenterie, vous voyez ce que ça peut représenter. J'ai assisté à une tentative d'évasion. Tentative d'évasion qui a été d'ailleurs dramatique, en ce sens que les deux garçons de chez nous ont eu un coup de cafard. Ils ont voulu partir, ils sont partis en plein jour. Enfin, il y avait du brouillard, ils ont enjambé les barbelés. Et à ce moment-là, bien, les soldats espagnols qui se trouvaient sur les miradors se sont bien tirés dessus. Il y en a un qui a été descendu, qui a été tué. Ce qui était le plus pénible, c'était le fait qu'on ne savait pas quand on quitterait. On avait l'impression d'être sur une voie de garage et on avait peur, mais dans une certaine mesure, que la guerre se termine en restant là. Pour arracher aux Espagnols la libération de ces internés français, les autorités ont dû verser pour chacun d'eux une véritable rançon sous forme de phosphate, de minerais et même d'or. Partout en Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est la levée en masse des musulmans et des Européens. Le docteur Lippi était l'un des 100 000 pieds noirs incorporés dans la nouvelle armée. Monsieur Lippi, il y avait un très grand nombre de Français d'Afrique du Nord, et en particulier de Français d'Algérie, où je crois qu'on avait décrété pratiquement la mobilisation générale. Oh oui, pratiquement. D'après ce que je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais il y avait 17 classes de mobilisés. Et de toute façon, les Français d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ont payé un tribut très lourd. On dit que proportionnellement au tribut payé par les Français de la guerre de 14, ils ont fait un sacrifice aussi lourd, sinon même plus important. Je suis de la classe 39 et j'ai passé le conseil de révision à Sidi Bel Abbès. Et parmi tous les jeunes gens de Sidi Bel Abbès de ma classe, eh ben, nous n'avons pas été beaucoup à revenir. Le plus urgent est de se procurer des armes modernes. Giraud et De Gaulle ont obtenu des alliés, non sans difficulté, la livraison d'un matériel flambant neuf, de quoi équiper une dizaine de divisions. Émerveillés, les soldats français découvrent l'arsenal américain, eux qui s'étaient battus en Tunisie avec du matériel de misère. La flotte est réarmée, l'aviation modernisée. Devant le monument aux morts d'Alger, les défilés patriotiques se succèdent, avec tout le faste et le folklore de l'armée d'Afrique. Aux troupes conservées depuis l'armistice de 40, se sont amalgamés les Français libres de Koufra et de Bir Hakeim. Au son du chant des Africains, les premiers contingents français s'embarquent pour l'Italie en novembre 1943.
Il y a des mois, des années, que ces hommes attendent l'occasion de se battre. Mais comment vont-ils se comporter face aux Allemands? De quoi les Français sont-ils encore capables? Pour les Alliés, le corps expéditionnaire français n'est d'abord qu'un contingent étranger comme les autres, dans cette armée d'Italie déjà tellement cosmopolite. Personne ne s'est dérangé pour accueillir à Naples le nouveau commandant en chef français, le général Juin. Et c'est à pied que la 2e division d'infanterie marocaine du général Dodi entre dans la ville dévastée et indifférente pour gagner ses premiers cantonnements. Au passage du Volturno, les Français pénètrent enfin dans la zone des combats. Mais est-ce la guerre moderne que cette boueuse agitation? Où est l'Italie rêvée? Un correspondant de guerre français se souvient de ce premier contact du corps expéditionnaire avec l'hiver italien, Pierre Ichac. Ça a dû être une surprise extraordinaire pour les gens d'Algérie de trouver ce genre de décor et ce genre de froid. Surtout venant d'Algérie et croyant trouver un climat dit méditerranéen. Vous connaissez la formule, visiter l'Italie, pays du soleil. Qu'est-ce qu'en disaient les hommes du CEF entre eux? Je n'ose pas répéter ce qu'ils disaient, que c'était un putain de pays. À la mi-décembre, le haut commandement allié pousse la division française jusqu'au front, dans un secteur particulièrement difficile et glacial, et lui demande, à titre d'essai, de s'emparer d'une montagne abrupte et fortifiée, le Pantano. En 2 jours d'assauts incessants, les tirailleurs marocains du 5e régiment, au prix de très lourdes pertes, enlèvent ce sommet. Sur les 13 000 soldats français qui viennent ainsi de prendre leur baptême du feu dans les Abruzzes, il y a 7 000 Marocains. Parmi eux, le lieutenant Driss, aujourd'hui général et ministre de son pays. Ça a été extrêmement dur parce que c'était dans un terrain extrêmement difficile, dans la neige, et les Marocains n'ont pas l'habitude de combattre dans la neige. Tout au moins, n'avaient pas l'habitude parce qu'ils l'ont acquise après. C'était la première fois que je m'engageais dans la guerre et la première fois que j'entendais des obus tomber et des balles siffler. Vous aviez quel âge? J'avais un peu plus de 20 ans, 21 ans. Et les premiers combats ont été extrêmement durs et nous avons eu des pertes assez sérieuses du fait de la résistance acharnée des Allemands, mais aussi du fait de la neige elle-même, parce que nous avons eu beaucoup de pieds gelés. C'était où ça alors? Dans quel secteur? C'était la Ménarde et la Costa San Pietro. L'avance américaine en direction de la ligne Gustave se heurte bientôt aux défenses avancées des Allemands. La 36e division du Texas reçoit alors pour difficile mission de s'emparer du petit village de San Pietro in Fine. De proche en proche, le combat prend les dimensions d'une grande bataille, de plus en plus longue, de plus en plus sanglante. Au Congrès américain, les représentants du Texas ont violemment protesté contre le sacrifice de la 36e division. Finalement, San Pietro est conquis, on y fera quelques prisonniers, on y retrouvera de malheureux civils hébétés.
Depuis la guerre, les survivants se sont installés ailleurs, abandonnant les ruines de San Pietro au souvenir des combattants, comme le lieutenant Studer. Même après des années, on voit que personne habite la villa, c'est fini, mais dans cette époque, c'était vraiment les clés de cette vallée que les troupes ont appelée la vallée de la mort. Certainement, beaucoup des officiers et des hommes de troupes ont pensé que c'est un sacrifice inutile, si vous voulez. Et nous, en Texas, même presque 30 ans après, nous souvenons, c'est une triste histoire de la guerre, mais je voudrais dire que la guerre même, c'est triste. À la fin de l'année, le corps expéditionnaire français s'est installé dans la guerre. Aux anciens, l'atmosphère rappelle 14-18, avec cette proximité angoissante de l'ennemi qui, des sommets, voit tout ce qui se passe. Ainsi s'achève 1943. Les Français ont pris leur place, mais que d'angoisse dans cette messe de Noël à Scapoli, dans les Abruzzes. Le 3 janvier 1944, Juin obtient des Alliés son autonomie de commandement. La 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert atteint à Aquafondata la dernière crête avant la ligne Gustave. Montsabert y installe son artillerie. Il faut maintenant descendre dans la vallée, face à l'ennemi bien retranché, par un chemin vertigineux qui mérite son nom de route de la mort. Le docteur Lippi l'a emprunté. On l'appelait la route de la mort pour une raison bien simple, c'est que depuis le tournant, on était à la vue de l'ennemi. Et pratiquement à 5 km à vol d'oiseau, les observateurs du Chifalco pouvaient, avec une netteté incroyable, déceler le passage des véhicules. Leur échapper, c'était difficile. Dès qu'on apparaissait là, on risquait les premières salves. Généralement, ils économisaient les munitions et les 88 ne tiraient que sur les convois d'au moins 2 ou 3 voitures. Les compagnies d'ambulancières assuraient ce service. C'était des filles qui s'étaient engagées volontaires en Algérie, pour la plupart, et qu'on appelait, avec un peu de familiarité, les chaufferettes. C'était pas très méchant, mais de toute façon, c'est des filles qui ont forcé l'admiration des combattants par leur bravoure et par leur dévouement. C'était incroyable, d'ailleurs, de voir le dépris du danger qu'avaient ces filles-là. La première voiture avait des chances de passer sans être atteinte. Mais pour la seconde, alors là, il fallait faire très attention et les chauffeurs prenaient la précaution soit de changer de rythme, soit de s'arrêter un moment, de façon à ce que les Allemands ne puissent pas déceler le moment exact où ils déboucheraient à leur vue. Au bout de la route de la mort sont installés les avant-postes français, dominés de toutes parts. Dans le village de Santelia, il y a quelques dizaines de tirailleurs et de sapeurs algériens, parmi lesquels le futur champion Alain Mimoun. Un centième de seconde avant, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui venait sur moi. Et puis tout d'un coup, boum! Et l'obus venant du mont Cairo en face, il tombe à 6 mètres en arrière. À ce moment-là, je tombe, j'étais abasourdi et je tombe juste ici. Vous voyez? Je tombe comme ça. Mais je me suis relevé tout de suite parce que je savais qu'ils allaient lancer un autre tout de suite après. Alors, le temps de rentrer dans les ruines, de l'autre côté, en boitant naturellement, et ils ont lancé un autre qui est tombé à 60 ou 70 mètres plus loin. Alors moi, je rentre dans la maison, là, et je trouve le lieutenant juste dedans. Alors il me dit, tu es blessé, tu es blessé? Ah, je dis, oui, mon lieutenant, j'ai mal, j'ai du sang ici, mais c'est le pied surtout qui me fait mal. Alors il me déchausse, il m'enlève ma chaussure, et quand il a enlevé la chaussure et puis la première paire de chaussettes, ça giclait. Et il m'a dit, en effet, tu es blessé au pied. Et c'est là où on est venu me chercher, l'ambulance est venue me chercher. Et comme c'était assez grave pour m'opérer dans un bataillon médical, j'ai été évacué à l'arrière, où je suis tombé dans un hôpital américain. Et là, on vous a bien soigné le pied? Non, pas, parce qu'à l'hôpital américain, le destin aussi a voulu ça. C'est que le même jour, il y a eu un ouragan fantastique qui a tout détruit les appareils de chirurgie, parce que c'était un hôpital de campagne, c'était des toiles de tente, vous voyez. Et j'ai passé la nuit dans un gros camion, vous voyez, à
à geindre, à pleurer, à appeler ma mère, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore jeune, on appelle toujours sa maman à ce moment-là. Et le matin, au petit jour, il y a une sentinelle qui est venue, une sentinelle française qui est venue lever la bâche comme ça et il me demande « Alors, ça va bien, mon vieux ?» Ah, je dis « Ça irait bien si j'avais un petit quart de café, je dis. Ça me ferait du bien. » Ah, il me dit tout de suite. Et en effet, 2 minutes après, il vient avec un quart de café tout chaud que je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il me dit « Tu as de la chance !» Ah, je dis « De la chance, je ne crois pas, parce que j'ai souffert cette nuit. » Il me dit « Tu as de la chance parce que avec ce que tu as, les Américains, ils t'auraient coupé le pied. Alors on va t'envoyer à Naples dans un hôpital français. » Et en effet, quelques heures après, j'ai été à Naples, au quartier de Pozzuoli, dans un hôpital français, où j'ai eu la jambe sauvée par le docteur Grasset. Les Alliés sont enfin au contact de la ligne Gustave. C'est l'hiver, les sommets sont couverts de neige. Et sur chacun d'eux, les Allemands veillent, prêts à riposter. Du Monte Cairo, énorme pyramide glacée, jusqu'au Monte Cassino qui barre la route de Rome. Devant l'échec de leurs attaques de front sur Cassino, les Alliés décident de prendre la ligne Gustave à revers et de débarquer ici, les Américains à Nettuno et les Anglais à Anzio. Le débarquement d'Anzio a été préparé dans l'angoisse. Chacun des 50 000 Anglais et Américains se souvient de Salerne et de ses plages sanglantes. Le premier jour, le 22 janvier 1944, le capitaine Slingsby débarque avec son régiment, les Sherwood Foresters. Voilà Anzio, où les Anglais ont débarqué. Ça s'est bien passé. Il y a eu une surprise complète. Nous étions peut-être plus surpris nous-mêmes que les Allemands parce qu'il manquait un comité de réception. Donc, nous avons passé par Anzio et l'avance a continué. Devant les Alliés, c'est le vide et la route de Rome semble ouverte. Mais le général américain Lucas, qui commande sur place et qui la veille du débarquement a écrit dans son journal « Je suis l'agneau qu'on mène à l'abattoir », retient ses troupes. Et cet excès de prudence va provoquer le drame. Je me trouve sur le pont qui enjambe la route et la voie ferrée qui se dirige sur Rome. Il se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres d'Anzio. Il est très important parce qu'il domine la région entière, comme vous pouvez voir. Et il représente la limite de notre avance après une semaine, après le débarquement. Prudence, la note était prudence. Mais enfin, ça a été du temps perdu. Du temps qui, à notre avis, était perdu et qui a permis aux Allemands d'amener des renforts et surtout, à ce moment-là, d'installer leurs canons de grande portée sur les collines qui dominent toute la région. Les Allemands ont en hâte concentré de l'artillerie pour barrer la voie appienne qui mène à Rome. Un énorme canon sur voie ferrée entreprend le pilonnage de la tête de pont. Ah! Kesselring est tout le contraire de son adversaire Lucas. Autant l'Américain est lent à réagir, autant l'Allemand riposte d'une façon foudroyante. Pour démoraliser les alliés d'Anzio, il invente le slogan « Tête de pont, tête de mort ». Il lance contre-attaque sur contre-attaque. Capture un bataillon de Rangers américains qu'on va promener à Rome pour impressionner la population italienne. Le général Lucas est relevé de son commandement, mais désormais les Alliés sont sur la défensive.
L'opération D'Anzio, qui aurait pu être un brillant succès, s'est transformée en échec. Un terrible souvenir pour les survivants, écrasés par l'artillerie allemande. Anzio est un échec. Les Américains lancent alors une nouvelle attaque de front sur Cassino. Le corps expéditionnaire français, installé sur la droite dans le secteur Venafro, Acquafondata Saint-Elia, est chargé d'une manœuvre de diversion en direction du mont Belvédère. Dans la vallée, les Américains, eux, vont tenter de franchir le fleuve qui les sépare du mont Cassino, le Rapido. Le Rapido est un torrent qui coule au pied du mont Cassin comme un fossé bord d'un château fort. Les Américains y engagent une division motorisée, dont les chars se font incendier par les canons allemands bien retranchés. C'est à nouveau la 36e division du Texas, qui avait tellement souffert à San Pietro, que l'on charge de forcer le passage. L'échec est total, et la 36e Texas regagne épuisée ses lignes de départ. Elle a perdu 1600 hommes. Clark demande aux Français, à droite du front, une attaque de diversion sur la montagne du Belvédère. Juin en charge la 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert. Celui-ci comprend tout de suite l'enjeu. La chute vertigineuse de la réputation militaire des Français et de la France après la guerre, à la suite de la guerre de 39-40, alors qu'on avait connu le rôle capital de l'armée française pendant la guerre de 14-18, il est certain que cette chute avait beaucoup marqué les Alliés. Et ils nous l'ont fait comprendre à différentes reprises. Cette méfiance portait à la fois sur les hommes et peut-être encore, il faut le dire, sur les chefs. C'était par conséquent une pente qui était très dure à remonter. Il a fallu s'affirmer d'entrée de jeu en Italie. Sur le Belvédère, ce ravin porte le nom du chef du bataillon d'assaut, le commandant Paul Gandouette, du 4e régiment de tirailleurs tunisiens. Il faut vous dire que depuis la base de départ, il y avait 24 heures que nous le regardions et que le cœur un peu serré, nous regardions cette pente qui paraît presque à pic et il fallait arriver à 700 mètres. Écrasé par les obus, pris à partie par les mitrailleuses, à plat ventre, en rampant, en essayant de trouver les couloirs non battus et éventuellement, lorsque l'on tombait devant ton blocos, en prenant le blocos, et on le prenait comment? En balançant des grenades par les embrasures. L'attaque démarre le 25 janvier 1944 à l'aube. Parmi les voltigeurs de pointe, un adjudant aujourd'hui colonel dans l'armée tunisienne, Mohamed Limam. Et il fallait prendre crête par crête. Et à un moment donné, on n'avait plus de munitions. Alors on est allé au corps à corps. On faisait mettre la baïonnette au canon. Et pour ça, les soldats tunisiens excellent. On ne savait plus où les Allemands, est-ce que les Allemands tiraient de partout. C'est-à-dire on ne savait pas s'ils étaient derrière ou devant. Le corps à corps était tel que j'ai été obligé de demander un tir sur nous-mêmes. Le commandant de Chergé, commandant le groupe d'artillerie, m'a dit au téléphone « Vérifiez coordonnées ». Et je lui ai répondu « Pas de problème, tirez là où je vous le demande ». Pour vous montrer la rigueur de ces combats et la dureté de ces combats, le général de Montsabert m'a envoyé, à moi personnellement, le détachement Monet, 50 hommes. Ils sont arrivés 15 en haut du Piton, avec 30 prisonniers.
en partant d'ici, là, à 50 mètres d'altitude, pour monter leurs 718 mètres. La compagnie Gautier était partie à 70 hommes. Elle est arrivée à 32 hommes en haut, sur le Piton. En tout, il y a eu combien de pertes sur le Belvédère? Sur le Belvédère, 1400 pertes, dont 40 officiers, dont 40 officiers tués et blessés. Tous les commandants de compagnie ont été tués ou blessés. Le colonel lui-même a été tué. J'étais en tête de ma section. Malheureusement, en arrivant tout près du Piton, j'étais blessé. Comment j'ai vu mes meilleurs camarades tomber à côté de moi et je n'ai pas pu les secourir. L'ordre était de toujours foncer en avant. Mais devant l'étendue de ces pertes, est-ce que le général de Montsabert n'a pas eu envie d'arrêter? Le général de Montsabert était déchaîné, et nous aussi d'ailleurs, car nous étions tous convaincus, et il nous avait mis ça dans la tête, l'honneur des Français est en jeu. Le général de Gaulle, avant notre départ d'Algérie, nous avait dit « Vous devez laver le drapeau français, et ça, ce sera dans un bain de sang, ce sang, ce sera le vôtre. » Alors on était prêts. Face au mont Cassin, les Américains, épuisés par la bataille du Rapido, sont relevés au début de février par un corps d'armée britannique, commandé par le général néo-zélandais Freyberg. Freyberg, qui a fait ses preuves dans la bataille du désert, veut lancer aussitôt ses troupes d'assaut, en majorité des Gourkhas de la 4e division indienne, en direction de Cassino et du monastère. L'infanterie progresse un peu pour être bientôt stoppée par l'artillerie allemande. Et Freyberg rappelle ses régiments décimés. Entouré de fumée tel un volcan, le mont Cassin domine le champ de bataille. On le voit partout, on en rêve la nuit. Il obsède soldats et généraux. J'ai combattu dans 3 guerres, celle de 14-18, la 12e guerre mondiale et le Corée. Et chaque fois, je suis tombé sur les montagnes. Mais dans toute ma vie, je n'ai jamais vu une montagne aussi impressionnante, aussi méchante que le mont Cassino. Les soldats alliés commencent à penser que si le mont Cassin est imprenable, c'est que les Allemands utilisent le monastère comme une forteresse. Et dans les rangs des Anglais et des Américains, on commence à haïr le monastère. À l'époque, cependant, le monument est encore intact. Et seuls y vivent des moines et des réfugiés. Le général allemand Zenger und Tetterlin a même fait évacuer sur Rome les trésors les plus précieux. Il a interdit à ses soldats de s'en approcher à moins de 300 mètres et il a demandé au Vatican d'en prévenir les Alliés. Mais les généraux anglais ne sont nullement convaincus et croient à une ruse de guerre. Chaque jour, ils font photographier le monastère par des Piper Cub. Le général Freyberg déclare alors qu'il cessera d'attaquer tant que le monument n'aura pas été détruit. Dans l'état-major allié, l'affaire monte jusqu'au maréchal Alexander, commandant en chef. La discussion est vive.
Le général Clark, pour sa part, était hostile au bombardement. I was surprised, for I did not think that it was the thing to do to destroy such an ancient work, and I would be glad to do it if the enemy was using it. But our intelligence revealed that the enemy was not using the Abbey. And then, too, I knew from experience that when you destroy a great edifice, the rubble makes a better defensive work than before. But did you point that out to General Freyberg? Oh, yes, I did, and we discussed it. I appreciated his point of view, and I discussed it at length. I discussed it with General Alexander, who got into the picture because General Freyberg asked him to intervene. And so finally, General Alexander asked me to bomb the Abbey. And I said, I will do it if you give me orders to do so, which he did. Dans l'espoir d'épargner le millier de réfugiés italiens qui a demandé asile chez les bénédictins, on commence par lancer les tracts dans des obus spéciaux. Un survivant, Gino Salvetti, a conservé un de ces avertissements. Le 14 février, on a reçu des tracts qui disaient qu'on allait être bombardé. On a essayé de faire une sortie, de sortir avec un drapeau blanc. Ce n'est pas possible pour les troupes de l'artillerie. Le 15 février à l'aube, le bombardement commence par des tirs d'artillerie. Puis, venus de Sicile et de Naples, des centaines d'avions approchent du mont Cassin. En 3 heures, l'abbaye de Saint-Benoît est détruite, mais la défense allemande, elle, est intacte. On n'a pas compris les raisons de ce bombardement, parce que le monastère même présentait aucun intérêt. Le monastère n'était pas occupé avant le bombardement. Il y avait des observatoires à 300 mètres autour du monastère, mais à l'intérieur du monastère, il n'y avait personne du côté allemand. Après le bombardement, c'est tout à fait normal, le monastère ruine, qu'on a pris ce monastère pour s'installer et pour faire une défense assez efficace. La première division de parachutistes se retranche aussitôt dans les ruines, dont les images douloureuses, soigneusement filmées, iront à travers l'Europe servir la propagande allemande. Ces paras allemands, ils se sont battus à Rotterdam, en Crète, en Sicile. Mais c'est à Cassino qu'ils vont mériter leur surnom de Diable Vert. Le lieutenant Weck, aujourd'hui colonel de la Bundeswehr, était l'un d'eux. Nous, parachutistes, ici à Monte Cassino, c'est ça que nous voyons. Ici, à gauche, avec le belvédère, le secteur français, puis le secteur anglais avec la Via Casilina per Napoli, puis le secteur américain avec le Rapido. Et vous aviez le sentiment que les Alliés arriveraient à prendre le mont Cassin? Non, nous étions convaincus d'y pouvoir résister. Et nous, parachutistes, nous étions ici les maîtres. Le lendemain du bombardement, le général Freyberg lance une nouvelle attaque frontale. Maintenant que le monastère est détruit, plus rien en théorie ne s'oppose à son avance.
Une nouvelle fois, c'est le drame. Indiens, Maoris et Néo-Zélandais essaient en vain de gravir les pentes du mont Cassin. Au bout de 3 jours, le maréchal Alexander donne l'ordre d'arrêter les frais. Faute de montagne, on va s'attaquer dans la vallée à la ville de Cassino, qui, le 15 mars, est rayée de la carte par un terrible bombardement de 775 avions et 750 canons. Sous les bombes, il y avait encore des civils, avec leurs familles, tel M. Nino Galozzi. Alors, toutes les 3 familles qu'on était là-dedans, on a, parce que j'ai retrouvé ma mère, mon père, on est parti pour aller à l'autre côté, vers les Anglais. Alors, c'est là qu'on les a trouvés les premiers, parce que je n'avais même pas vu le premier, moi. Parce qu'il y avait un avion détruit, il y avait de quoi manger, moi ça faisait pas mal de jours que je ne mangeais pas, et je m'étais baissé pour accueillir quelque chose. Alors l'Anglais me fait pss, pss. Allez-vous-en. On n'a pas fait 100 mètres environ, que les autres ils nous sont tirés dessus. Et il est resté mon frère de 17 ans. Il a une rafale au cœur et à la jambe. Alors j'ai pris mon frère, j'ai tâché de le cacher, de l'amener dans une place un peu plus réparée du reste. Ils m'ont dit, allez-vous-en qu'on va penser nous à votre frère. Ils ont bien pensé parce qu'au bout de 3 mois, je l'ai trouvé là, le squelette par terre. Et j'ai reconnu mon frère dans ses dents, dans ses cheveux qui étaient par terre. Ils n'ont même pas eu le temps de jeter une pelletée de terre sur mon frère. Simplement, peut-être bien parce que c'était un Italien. Aussitôt s'avance le corps néo-zélandais, renforcé de chars canadiens et anglais. Le combat s'engage dans les ruines, qui ne sont plus tenues que par 150 parachutistes allemands. L'infanterie britannique progresse seule sous le barrage de mortiers. Les chars arrêtés par l'accumulation des ruines n'ont pu suivre. On se bat pour la gare, pour l'hôtel Excelsior, pour un pan de mur. Du monastère, d'autres parachutistes allemands, ceux du bataillon du célèbre colonel Böhmler, sont descendus renforcer leurs camarades d'en bas. Au bout de 4 jours, il est clair que le corps néo-zélandais, malgré tout son courage, a échoué. Il ne reste plus qu'à décréter une trêve qui permette aux 2 adversaires épuisés d'aller rechercher leurs blessés. Les Allemands triomphent, et sur tous les murs d'Europe occupés, on peut voir cette affiche qui compare l'avance alliée à celle d'un escargot. Le 21 mars, Alexander réunit ses généraux et leur demande s'il ne serait pas temps d'arrêter les opérations et de chercher une autre solution que l'attaque frontale du mont Cassin. C'est alors que Juin parle de son plan personnel, qui suppose d'abord le déménagement du corps expéditionnaire français. À la fin de mars, Juin s'installe à la gauche du front allié, au château de Sessa-Orunca, dans l'ancien secteur anglais. Depuis les batailles de l'hiver, Juin a conquis le respect de ses collègues alliés et l'estime de ses troupes. Pierre Ichac le voyait souvent. Je crois que jamais un chef militaire français n'a été aussi populaire dans l'armée que le général Juin. Et cette popularité était faite, je dirais, d'une confiance aveugle dans Juin. C'était Juin qui commandait, ça n'était plus des états-majors alliés lointains. Il avait un état-major qui fonctionnait d'une façon parfaite, ce qui lui donnait la liberté d'aller voir sur place la réalité du combat.
Et quand il revenait, il avait rencontré tout le monde, on l'avait vu, ce qui est un facteur, vous savez, de confiance dans la troupe, et il revenait sachant exactement ce qui se passait, il modifiait éventuellement ses programmes en conséquence. Et c'est au point que, une fois le plan du lendemain préparé, eh bien on voyait le général Juin s'installer tranquillement après le dîner devant une table et jouer au bridge. C'était pour lui, il le disait bien, une hygiène intellectuelle. Dans ce château qui ressemble à un couvent et qui aujourd'hui sert d'école primaire, Juin prépare sa nouvelle bataille. Son chef d'état-major, le général Carpentier, raconte comment cela s'est passé. Je me rappelle toujours un matin où je suis arrivé dans son bureau, il me dit voilà par où on passera. Il avait fait une grande flèche rouge qui traversait la montagne. Par la fenêtre de son bureau, Juin voit son champ de bataille, les monts Aurunchi. Le plan Juin consiste à faire porter l'effort principal de l'attaque alliée, non plus dans la vallée où elle se heurte chaque fois aux défenses infranchissables de Cassino, mais là où les Allemands s'y attendent le moins, c'est-à-dire à travers les montagnes. Une fois la ligne Gustave enfoncée, Cassino doit tomber comme un fruit mûr. Pour cela, le corps expéditionnaire français, avec ses troupes de montagne, passe de la droite du front sur la gauche et va s'installer au pied des monts Aurunchi, dans la boucle du Garigliano. Le général Harding, chef d'état-major du général Alexander, est venu me voir un jour et il m'a dit « Exposez-moi donc ce fameux plan français dont tout le monde parle dans les armées alliées ». Alors je lui ai expliqué le plan français. Il m'a écouté, il m'a dit « Mais vous croyez que vous passerez par là, par cette montagne ?» J'ai dit « Bien sûr ». Il m'a dit « Oui, bon, ben écoutez, bonne chance, bonne chance ». Le corps expéditionnaire français commence par se concentrer dans la tête de pont du Garigliano. Juin commande maintenant à 100 000 hommes. Kesselring a donné l'ordre de retrouver la trace des Français car il soupçonne quelque chose. Aussitôt, le secret est imposé à tous. On va jusqu'à donner aux Français des casques anglais pour tromper les guetteurs allemands. Le long du Garigliano, qui 400 ans auparavant vit se battre le chevalier Bayard, on aligne les pots fumigènes. Les 4 divisions françaises se mettent en place. À gauche, la 3e division algérienne de Montsabert. Au centre, la 4e division marocaine de montagne de Sevèze et la 2e division marocaine de Dodi. À droite, la 1re division française libre, dont les hommes se battent depuis 1940. Parmi eux, un marin devenu chef d'escadron de chars, Roger Barbereau. C'est donc ici le Garigliano. Oui, le Garigliano, les montagnes, les berges du fleuve où on a déployé les chars le soir de l'attaque, les montagnes sur lesquelles, quand nous avons passé la rivière, sur les ponts Bellay qui avaient été mis, c'était encore le secteur du corps expéditionnaire français. Pour traverser la montagne dépourvue de chemin carrossable, on constitue une force de transport de 4000 mulets, les brels des Marocains, qu'on surnomme immédiatement la Royal Brel Force. Le premier coup sera frappé par les vétérans de la 2e division marocaine, parmi eux le chef de bataillon Eugène Janot. Nous sommes partis à peu près à cette heure-ci, voyez-vous, vers 18 h. Nous avions bien minuté notre temps et nous sommes allés sur les crêtes, là-haut, dans un collet au pied de l'Ornito. Dans le silence, les tirailleurs marocains montent jusqu'aux avant-postes. Les Allemands sont tout près, aux aguets. Entre les pierres, on devine, sous l'arbre en Y, un blocos ennemi. Ces positions allemandes vont être écrasées par 2000 canons, la plus forte concentration d'artillerie depuis Verdun. Leur H est fixé à 23 h, le 11 mai 1944. Ça a été une détonation générale, des explosions dans tous les sens chez l'adversaire, et nous sommes partis en même temps. Nous sommes jetés en avant. Les chars se sont déployés sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas, qui était, comme vous voyez, les berges du fleuve, qui en apparence ont l'air d'être sèches, ils supportent votre poids, mais au milieu de la nuit, on s'est aperçu, tous les chars ont commencé à s'enliser dans une boue absolument extraordinaire, qui avait 1 mètre de profondeur,
pour éviter que les autres ne s'enlisent, on donnait immédiatement les ordres, ne vous arrêtez pas. Nous sommes tombés sur quelque chose de très dur. Les positions allemandes étaient intactes par conséquent. Et nous n'avons fait une progression d'ailleurs que de quelques mètres, étant stoppés dès le départ. Le 2e bataillon du 4e RTM, qui était à ma gauche, a été, lui, encore plus sonné, si j'ose dire, étant donné qu'il est tombé sur des lance-flammes et qu'une compagnie entière a, pour ainsi dire, disparu. Nous sommes partis à l'attaque, le 1er bataillon en premier échelon et juste derrière le 2e bataillon qui était le mien. Et nous avons pris pied sur le Fayetto au prix d'un combat farouche de nuit. On tirait sur tout ce qui bougeait. Le matin du 12 mai, seul le bataillon marocain du commandant Jeannot a atteint son objectif. Devant ce succès très limité, Juin hésite. Doit-il arrêter l'offensive ou relancer l'attaque? Quand le jour s'est levé, il s'est levé sur une espèce de naufrage. Il y avait 15 chars qui étaient dans les positions les plus extraordinaires, tous enlisés. Les chars américains qui nous accompagnaient complètement claquemurés et fermés, dont un certain nombre étaient enlisés. Mon propre char n'était pas enlisé, mais j'étais absolument incapable de bouger. Il faut dire que dans l'intervalle, l'infanterie d'accompagnement avait essayé d'attaquer, s'était fait d'attaquer dans la brume, dans la nuit, avait eu des pertes extraordinairement sérieuses, qui fait que derrière chaque char, il y avait une dizaine de blessés, que les chars étaient immobilisés d'ailleurs à cause des blessés qui étaient là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu le sentiment que ça pouvait tourner mal? Non, j'ai eu le sentiment que ça pouvait tourner mal. Ah oui, oui. Il y a eu entre 8h du matin et midi, mais ça, il faut quand même garder son sang-froid. Ça se passe dans toutes les bagarres. Il y a toujours un moment où on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et il faut être attentif au moindre changement et pour l'exploiter à fond. Mais cette phase, si vous voulez, d'indécision, où on ne sait pas comment le destin balance, ça se passe tout le temps. Nous avons eu une contre-attaque à peu près vers midi et demi. Et comme je n'avais personne sous la main et que j'avais juste mon groupe de commandement et le capitaine de Foucaulcourt qui était à côté de moi, nous avons contre-attaqué ensemble. Nous avons pris des carabines, des grenades et nous nous sommes jetés sur les Allemands. Et c'est au cours de cette action que Foucaulcourt et moi-même, nous avons été blessés. Les Allemands tiennent partout et contre-attaquent. On redescend vers la vallée des centaines de blessés français. Et c'est en descendant de ce brancard que j'ai vu le général Juin. J'ai voulu me lever, car le général Juin est un homme qui inspire le tel respect que même quand on est moribond, on doit se lever. Alors le général Juin m'a dit, mais où est-ce que vous avez été blessé? Je lui ai dit, mon général, au Fayetto. Les Allemands ont contre-attaqué. Ah, les Allemands ont contre-attaqué, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, mon général, mais on les a balancés, ils sont retournés chez eux. Et je crois que j'ai un peu contribué à la décision du général Juin de reprendre l'attaque le lendemain. Juin ordonne alors de reprendre l'offensive pour que les chars de la 1re division française libre puissent avancer le long de la vallée du Liri et que la 3e division d'infanterie algérienne de Montsabert puisse prendre Castelforte. Il faut d'abord s'emparer de la position qui domine tout, le mont Maillot. Après la reprise de l'offensive, le lendemain, je crois que les Allemands n'ont pas insisté et il y a eu un mouvement de repli de leur part. Et quand nous sommes passés avec mon bataillon sur les pentes du Maillot, nous avons vu déjà un drapeau français planté au sommet du Maillot, ce qui nous indiquait que la rupture était faite et qu'à ce moment-là, c'était la poursuite qui commençait. Le grand drapeau tricolore du Monte Maio est visible sur 30 km, de Cassino à la mer. Cette fois-ci, c'est bien une victoire. La division Montsabert s'empare de Castelforte après un violent combat de chars. Les Allemands ont subi de lourdes pertes. La ligne Gustave est bien enfoncée. D'Alger, le général de Gaulle, qui vient de transformer le comité de libération en gouvernement provisoire de la République française,
arrive pour féliciter son camarade de Saint-Cyr, Alphonse Juin, que nous écoutons. Qu'on sache bien que ce fut là une victoire voulue et remportée par les Français. Une sorte de miracle qui a marqué véritablement la résurrection de l'armée française et sa réapparition dans le corps de bataille des Alliés avec un rôle qui venait de s'avérer décisif. Ceci, tous les grands chefs alliés l'ont reconnu loyalement. Du coup, tout le front allié peut se remettre en marche. Le corps d'armée polonais du général Anders s'avance vers Cassino. Les parachutistes allemands tournés par l'offensive du Garigliano sont